Vous imaginez faire la course au milieu du public? Genre, au pied du public. Si l'on regarde des images des années 50-60, ce n'est pas très étonnant de constater pareille situation, mais au fil des années, on s'est rendu compte que c'était peut-être mieux pour tout le monde si le public était en sécurité quelques mètres derrière les rails. Pourtant, au milieu des années 90, le championnat du monde de vitesse moto au Grand Prix d'Espagne, le public a envahi la piste et les pilotes roulaient littéralement à leurs pieds. Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. Ce Grand Prix d'Espagne 1996 à Jerez, c'est bien plus qu'une simple lutte pour la victoire. C'est une lutte qui dépasse le cadre de ces deux acteurs que sont Mick Doohan et Alex Crivillier. C'est une lutte entre deux philosophies, ce qui nous amène à remonter quelques années en arrière, dans la décennie précédente. Les années 80 sont les années du grand changement en championnat du monde de vitesse moto, qu'on n'appelait pas encore MotoGP. Ce nom apparaîtra en 2002. Là, ce sont les 500 cm3, la catégorie reine. Des deux temps brutales, nerveuses, dépourvues de toute assistance électronique, et il fallait vraiment s'employer pour amener ces machines. Les pilotes étaient de véritables acrobates bravant le danger sur les circuits du monde. Si les années 50 sont marquées par des Geoff Duke ou John Surtees, les années 60 par des Michael Wood puis Giacomo Agostini, les années 70 par des Phil Reed ou Barry Sheene, la deuxième moitié des années 70 amorce un changement qui se matérialisera concrètement dans les années 80. Dès lors, les Américains et quelques Australiens prennent le pouvoir. Notons que du côté des constructeurs, si c'était les Européens qui dictaient leurs lois dans les premières décennies de la discipline, les motos japonaises prennent le pouvoir dans les années 70. Suzuki, Yamaha et bien sûr Honda. Les années 80 sont donc des années charnières et le championnat du monde de vitesse moto est donc dominé par les Américains sur leur moto nippon. Freddie Spencer, Kenny Roberts, Randy Mamola, Mike Baldwin, Eddie Lawson, Wayne Gardner qui lui est australien, Wayne Rainey et Kevin Schwantz. Et puis la compétition s'internationalise et se professionnalise. Des venues extra-européennes voient le jour et les acteurs de la piste s'associent pour revendiquer des changements. Un peu comme en Formule 1 avec la FOCA face à la FISA. Ici, l'association des équipes se nomme IRTA, International Racing Team Association. Aucun effort sur l'accent. Fondée en 1986. L'IRTA contre la FIM. Bernie Ecclestone sera d'ailleurs l'un des acteurs majeurs dans ces années-là et tentera même de racheter les droits télé du championnat avant de laisser tomber, réalisant que le championnat moto valait moins que la F1. En tout cas, sur un raisonnement strictement financier. Le Continental Circus se professionnalise et revendique, entre autres, de meilleures infrastructures sur les Grands Prix et plus de sécurité. C'est d'ailleurs en 1987 que sera abandonné le traditionnel départ à la poussette pour des départs à l'embrayage qu'on connaît aujourd'hui. De plus, les cigarettiers font leur apparition sur le carénage des bolides, ce qui augmente considérablement les moyens des équipes. C'est aussi dans ces années-là que le fossé se creuse entre équipe officielle et équipe privée. Honda y met les moyens, Yamaha et Suzuki résistent, quand les machines européennes se contentent désormais des catégories 250, 125 et 50. Cette dernière étant aujourd'hui disparue quand les deux autres se nomment Moto 2 et Moto 3. Bon, côté constructeur, on a compris pourquoi les motos japonaises avaient pris le pouvoir. En revanche, pourquoi ce sont des pilotes américains qui dominent? Eh bien, principalement à cause de leur parcours. Ces pilotes font généralement leurs armes en dirt track, ce qui leur donne un style plus acrobatique que les Européens. On est sur des généralités, mais ça permet d'expliquer plutôt bien le phénomène. Les machines sont de plus en plus puissantes et il faut pouvoir les amener. Derrière ces pilotes, on trouve tout de même quelques Européens qui font de la résistance. Et même des Français. Raymond Roche ou Christian Saron, les Britanniques Aslam et Mackenzie, le Belge Didier de Radigues ou l'Italien Pier Francesco Chili, qui pointent parfois le bout de leur nez. Mais en coulisses, une nouvelle génération se prépare, une génération qui va dominer les années 90. But Rainey just opens that throttle, puts the power down and goes past. And look at Kevin Schwantz breaking into the corner. Bunny hops that rear wheel, rides that Suzuki on its front tyre round into the stadium. Le début des années 90 est marqué par la rivalité Wayne Rainey et Kevin Schwantz.
Ces deux pilotes marquent le paysage d'une décennie à l'autre. Une rivalité intense qui date d'avant les Grands Prix, car ces deux pilotes viennent du même championnat, le Superbike américain, vivier des pilotes d'outre-Atlantique. Ces deux pilotes ont contribué à la renommée de leurs marques respectives, Yamaha pour René et Suzuki pour Schwantz. Mais l'un avait un léger avantage sur l'autre, c'était Wayne. Champion du monde 90, 91 et 92, René, le Californien, prend le pas sur son adversaire et 93 doit avoir une nouvelle confrontation entre les deux hommes. La lutte est âpre mais se termine tristement. Dans l'antépénultième manche de la saison à Misano, Wayne René est victime d'un terrible high side. Sévèrement touché, le pilote Yamaha devient paraplégique. Fin de carrière. Schwantz prend son seul et unique titre mondial et laisse la voie à la nouvelle génération. Bon, il sera encore là en 94, mais moins performant, et il prendra sa retraite en 95. La nouvelle génération va être incarnée par un Australien du nom de Mick Doohan, le digne héritier de ces pilotes américains de la génération précédente. Le natif du Queensland a fait ses armes chez lui en Australie dans le championnat national Superbike, avant de saisir sa chance dans le championnat du monde de cette branche. Mick s'illustre, s'impose à quelques reprises et débarque en 500 en mondial en 1989. Et pas chez n'importe qui, puisqu'il prend le guidon d'une Honda officielle aux côtés de Wayne Gardner, champion du monde 87. Sa première saison est une saison d'apprentissage plutôt encourageante avec un podium. 1990 est meilleur, et il remporte même sa première victoire à l'occasion du Grand Prix de Hongrie. Il termine 3ème du championnat, derrière René et Schwantz, et donc meilleur pilote Honda. Et ce n'est que le début. En 1991, l'Australien se hisse concrètement dans la lutte au titre. Mick est un pilote extrêmement rapide au fort caractère, mais également un grand professionnel. À l'exception d'Assen où il abandonne, Doohan termine sur le podium à chaque Grand Prix, mais termine finalement vice-champion derrière René. 1992 doit être son année, et il faut dire que ça commence parfaitement car il remporte les 4 premières courses de la saison, prend ensuite 2 deuxièmes places et s'impose une 5e fois à l'occasion du Grand Prix d'Allemagne. Inutile de dire qu'il est le grand favori de la saison, mais à Assen, Mick frôle le drame. Victime d'un terrible accident, Doohan est transporté à l'hôpital avec la jambe en piteux état. Pire, cette dernière s'infecte et l'Australien risque l'amputation. Honnêtement, le voir un jour reprendre la moto semble irréel, mais un homme va le sauver grâce à une technique inattendue. Le docteur Claudio Costa, le Sid Watkins de la moto. L'instigateur de la clinique mobile est un druide et va lier les deux jambes entre elles. Comme ça, celle en bonne santé peut nourrir l'autre. Et ça marche. Quelques mois seulement après sa terrible chute, l'Australien est de retour sur sa Honda, et il est toujours en tête du championnat. Mais Wayne René parviendra à lui subtiliser la couronne. Bon, déjà, l'histoire de Doohan, elle est badass, et on n'est qu'au début. Bon, comme bien souvent, après pareille blessure, les pilotes sont moins performants, et c'est le cas de Doohan qui ne termine que 4ème en 93, derrière son équipier Daryl Beatty, mais avec une victoire au Mugello. C'est alors qu'en 1994, il est rejoint chez Honda par un Espagnol, et c'est là qu'on parle d'Alex Crivillé. Si entre 2010 et 2020, l'Espagne n'a perdu qu'un seul titre mondial, Casey Stoner en 2011, à l'époque où Crivillé rejoint Honda, ce pays était encore vierge de titres en catégorie reine. Difficile à croire, et pourtant c'est vrai. Alors bien sûr, dans les catégories inférieures, l'Espagne avait déjà des champions. Angel Nieto a d'ailleurs pris 13 titres mondiaux, 6 en 50 et 7 en 125. Il est d'ailleurs le deuxième pilote le plus titré du Continental Circus derrière Giacomo Agostini. Mais bon, pas de titre en catégorie reine. D'autres ibériques se sont illustrés avec des Ricardo Tormo ou Victor Palomo, et dans les années 80, il y avait de l'espoir avec une nouvelle génération. Quand je disais tout à l'heure que les Européens se contentaient des catégories inférieures, je ne parlais pas que des constructeurs. Et au sein même des pilotes européens, on a vu une migration sur le continent. Si les zones fortes étaient l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie ont progressivement pris le pouvoir. Ainsi, on a vu des Luca Cadalora, Fausto Gresini donner de l'espoir à l'Italie, et des Jorge Martinez, Cito Pons, Manuel Herreros et Alex Crivillé représenter l'Espagne. Natif de Barcelone, Alex suit un cursus bien différent des cadors de la discipline, un cursus plus européen. Championnat national, puis arrivé en mondial par la petite catégorie, la 80 cm3, qui a remplacé la 50 en 1984. Et de suite, le Catalan démontre une vitesse séduisante. Quelques piges en 1987, puis à plein temps en 1988. Enfin, à temps plein, pas vraiment, puisqu'il passe cette année-là en cours de saison en 125, et en 89, il prend le titre mondial de la catégorie avec 5 victoires. C'est convaincant, et il rejoint les rangs de la 250 l'année suivante. Bon, en 2,5, Crivillé montre une certaine limite. En 2 saisons, il ne prend aucun podium, mais entre régulièrement dans le top 5. Mais c'est un espoir espagnol et il a du soutien, alors il rejoint les rangs de la catégorie reine chez Honda l'année suivante avec Cito Pons. Et vous savez quoi? Il surprend pas mal de monde. 3ème de sa 3ème course dans l'élite,
Alex remporte le plus prestigieux des Grands Prix moto en s'imposant à Assen à la mi-saison, le premier espagnol à s'imposer dans la catégorie reine. 2 coups d'éclat brillants et d'emblée, Crivillier devient très populaire dans son pays. Toujours avec Cito Pons en 93, Alex continue de bien performer et prend 2 podiums tout en démontrant une belle régularité. Prometteur, il rejoint donc les rangs de l'écurie officielle en 94. C'est le début de sa rivalité avec Mick Doohan. Doohan-Crivillier, c'est une rivalité historique dans l'histoire de la moto, mais c'est aussi une rivalité un petit peu déséquilibrée. Au premier regard, on dirait que le Catalan n'est que l'ombre de l'Australien, et c'est pas forcément faux. Mais c'est plus compliqué que ça. 1994 marque donc le retour au sommet de Honda, et c'est Mick Doohan qui est le pilote numéro 1. Notons qu'un Australien en cache un autre, car dans l'entourage proche de Doohan se trouve un certain Jeremy Burgess, son chef mécanicien. L'un des responsables du retour au sommet de Honda, et après Doohan, il remportera les titres avec Valentino Rossi. En 1994, Mick Doohan réalise une saison monstrueuse. Souriant en dehors de la piste, l'Australien est d'une glaciale efficacité sur sa moto et termine tous les grands prix de la saison sur le podium avec un total de 9 victoires. Il prend donc son premier titre mondial avec presque 2 fois plus de points que son dauphin, Luca Cadalora. Alex Crivillier n'est que 6ème avec 3 troisième places, derrière un autre espagnol, Alberto Puig. Saison discrète pour le Catalan. 1995 marque le début d'un partenariat historique pour Honda avec l'arrivée de Repsol, une association iconique dans le monde de la moto et plus généralement des sports mécaniques, mais qui, 30 ans plus tard, prendra fin. Ça va faire bizarre de voir Honda sans ce sponsor l'an prochain. Bref, Crivillier et Doohan sont toujours associés, mais un pilote est plus dominateur. Toujours le même, toujours Doohan. Sa saison est moins parfaite que 94, mais il prend quand même le titre mondial avec une avance assez confortable. Crivillier, lui, fait mieux et semble s'habituer à sa Honda NSR 500. Très régulier, plusieurs podiums et même une victoire lors de l'ultime manche de la saison au Grand Prix d'Europe, Grand Prix tenu chez lui à Barcelone. Et cette victoire va le motiver tout comme son public. Un pilote a de l'ego, et si Crivillier a un caractère bien plus discret que son voisin de garage, il en a marre d'être dans l'ombre de ce dernier, et le public, spécialement le public espagnol, en a assez de voir l'Australien dominer et tordre leur pilote fétiche. Et à partir de 1996, on va véritablement pouvoir parler de rivalité. Bon, notons tout de même que Doohan et Crivillier ne sont pas les seuls pilotes Honda officiels. À l'époque, on n'avait pas encore standardisé le nombre de pilotes à 2 par équipe, et on retrouve donc à leur côté 2 japonais, Tadayuki Okada et Shinichi Ito. Honda est au sommet, mais leurs adversaires tentent de prendre le trône. Chez Suzuki, Daryl Beatty, vice-champion 95, est le fer de lance. Chez Yamaha, Kenny Roberts Jr., fils du triple champion du monde éponyme, mène l'équipe avec à ses côtés le français Jean-Michel Bayle. Notons que sur des machines privées, on retrouve des Alberto Puig ou Carlos Checa, des Luca Cadalora, mais aussi des Alex Barros ou Loris Capirossi. En dessous, Max Biaggi est sur le point de dominer la catégorie intermédiaire quand en 125, un natif d'Urbino s'apprête à faire ses débuts en mondial. J'ai nommé Valentino Rossi. Mais bref, revenons à la catégorie reine car le début de saison est plutôt rafraîchissant, car ce n'est pas Honda Repsol qui s'impose. Pour le lancement de la saison en Malaisie, c'est Luca Cadalora qui l'emporte avec sa Honda privée. Doohan n'est que 5ème et Crivillier abandonne. Bon, l'Australien remet les pendules à l'heure en Indonésie avant de manquer le coche à Suzuka. Seulement 6ème. Victoire de Norifumi Abe sur Yamaha, devant Crivillier 2ème. La prochaine manche sera donc en Espagne à Jerez. Doohan est en tête avec 46 points devant Abe et Barros à 40. Suivent Cadalora et Crivillier avec 35 et 33 points. Bon, inutile de dire que Crivillier reçoit beaucoup de soutien à Jerez. A contrario, Doohan est hué et comprend qu'il n'est pas nécessairement le bienvenu. En interne, Crivillier a haussé son niveau de jeu. La saison 95 en témoigne. S'il n'a pas le talent brut de son numéro 1, le Catalan est un gros bosseur et il sait apprendre. En l'occurrence, côtoyer un pilote tel que Doohan l'a fait progresser. Victorieux à Barcelone quelques mois plus tôt, Crivillier compte bien remporter son Grand Prix national et marquer le coup devant son public. Mais le samedi, c'est Mick Doohan qui prend la pole position. Crivillier est 2ème devant Okada. 27 tours sont prévus pour cette course et au départ, si Okada se manque complètement, Crivillier se porte à la hauteur de Doohan tandis que Cadalora met tout le monde d'accord. Remonté à bloc, le Catalan prend aussitôt les commandes à l'Italien tandis que son équipier australien n'est que 4ème derrière Barros. Doriano Ramboni viendra même embêter le champion du monde. Devant, Cadalora réplique, mais Crivillier ne se laisse pas faire et fait parler son caractère en le prenant en chasse et en le dépassant au 3ème tour.
Mais l'Italien est tenace et cela permet à Douane de raccrocher le wagon. En arrière-plan, le public se manifeste pour soutenir leur pilote. Crivillier prend quelques mètres d'avance, laissant Cadalora s'amuser avec Douane et Okada. Le quatuor de tête s'échappe et la course se tasse un peu. Aux alentours du 10e tour, Douane se défait de Cadalora et se lance à la poursuite du leader. Le duel est captivant et les deux hommes du Honda Repsol s'échappent, avant que Cadalora ne repointe le bout de son nez et que Crivillier commette quelques petites erreurs. Des petits écarts de trajectoire que Mick Doohan remarque. L'Australien le sait, son équipier a la pression. Voilà une dizaine de tours que le champion du monde est dans la roue du leader sans tenter de l'attaquer. Mick s'amuse et laisse Alex mener avec la pression sur les épaules. Dans les 10 derniers tours, la tension ne cesse de monter et le public n'y est pas étranger. Toujours plus bruyant pour soutenir le Catalan. Doohan est menaçant mais ne passe pas. Alors, Crivillier tente d'augmenter le rythme et parvient à creuser un petit écart. Plus que 3 tours, mais l'Australien en a encore dans le ventre et recolle. Cadalora a lâché et ce sera une bataille à 2 pour la victoire. Plus que 2 tours. Crivillier en remet une couche et le public est en transe. Il s'est même avancé contre le mur dans le dernier secteur et hurle pour encourager leur pilote espagnol. Ce dernier donne tout ce qu'il a et entame le dernier tour avec une légère avance. C'est alors que le speaker du circuit commet une erreur. Il annonce la fin du Grand Prix, ce qui conduit à une scène surréaliste. Le public passe par-dessus le mur et vient se masser aux abords de la piste. Situation ô combien dangereuse qui va avoir son importance dans le dénouement de la course. Nous sommes dans le 27e et dernier tour et en arrivant dans le dernier secteur, Crivillier et Doohan découvrent cette scène absurde. Pas le droit à l'erreur, et c'est dans pareille situation qu'on distingue les grands des très grands. Là où Crivillier ralentit par peur de faucher des spectateurs, Doohan continue d'attaquer au milieu de la foule et comble son retard. Après les 2 cassures à droite, il ne reste qu'un virage. Doohan est là et il attaque à l'intérieur. Crivillier résiste et commet l'erreur de trop. Mick Doohan remporte le Grand Prix d'Espagne. Victoire par KO. Historique. Alex est impuissant, debout à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Crivillier est furieux, et le public aussi, à tel point que dans le tour d'honneur, dans le dernier secteur, Doohan sera contraint de passer par l'herbe pour éviter la horde de spectateurs voulant lui faire la peau. Sur le podium, l'ambiance est pesante. Mick sourit, mais le public siffle l'Australien et son hymne. Une ambiance glaciale au terme d'un Grand Prix historique. Mais l'histoire n'est pas terminée. Cette victoire à Jerez donne un coup aux espoirs de Crivillier et Doohan affirme son statut de leader. Mais l'Espagnol est solide et donnera du fil à retordre au champion australien. Jerez n'est pas la seule image forte que ces deux pilotes ont offert à la moto. Après l'Espagne, Doohan enchaîne et s'impose en Italie, en France et aux Pays-Bas. Deuxième en Allemagne, puis de nouveau victorieux en Angleterre. Crivillier obtient sa première victoire de la saison à l'occasion du Grand Prix d'Autriche. Depuis l'Espagne, il avait à chaque fois terminé derrière son chef de file. En Autriche, il inverse la tendance et fait parler son orgueil à Brno en République tchèque. Dans ce Grand Prix, les deux pilotes se rendent coup pour coup et Alex remporte une victoire à l'arraché. 2 millièmes séparent les deux pilotes. Mais Doohan reste le patron. À Imola, il s'impose devant Crivillier, puis à Barcelone. Si Carlos Checa l'emporte, Doohan termine une nouvelle fois juste devant son numéro 2, avant que les pilotes Honda Repsol ne ramènent un nouveau doublé de Rio, toujours dans l'ordre habituel. Doohan devant Crivillier, l'Espagnol et l'éternel second. Mick est champion pour la 3e fois d'affilée et Alex est son dauphin. Mais la saison se termine par une nouvelle altercation entre les deux hommes. À Eastern Creek en Australie, les pilotes Honda se disputent la victoire. Sauf que cette fois-ci, c'est Doohan qui est à domicile et l'Espagnol le chasse. Dans le dernier tour, l'agressivité passe un cap. Crivillier veut lui rendre la monnaie de sa pièce et les deux hommes se touchent une première fois. Mick, à l'intérieur, tasse Alex à l'extérieur. Mais le Catalan se relance. Toujours dans la roue de son leader, il attend une dernière opportunité. Celle-ci arrive au virage 8 et Crivillier tend de l'intérieur. Les deux freinent terriblement tard et l'Espagnol accroche son équipier. Les deux sont au tapis. Cette fois-ci, c'est Crivillier qui est vivement sifflé par le public, tandis que Loris Capirossi remporte ce jour-là sa première victoire en catégorie reine. Une fin de saison sous haute tension et les deux pilotes s'expliqueront dans le garage après la course. Cette saison 96 a fait passer la cohabitation entre les deux pilotes dans une toute autre sphère. Mais au final, c'est Mick Doohan qui l'emporte. En 1997, on espérait la revanche et les 3 premiers Grands Prix nous le laissaient entendre, même si on reprenait l'ordre habituel. Victoire de Doohan devant Crivillier. Mais à Jerez, un an après les événements de 96, le Catalan prenait sa revanche et remportait son Grand Prix national avant de marquer le coup.
contrairement à Douane qui lance une série de 10 victoires consécutives. En cette saison 97, l'Australien assoit sa domination en remportant 12 courses sur 15, plus 2 deuxièmes places et un abandon chez lui en Australie. De nouveau largement champion. De son côté, Crivillier a connu une année noire en se blessant en qualification à Assen. Contraint de manquer 5 Grands Prix, il n'a pu défendre ses chances de titre, mais il remporte l'ultime manche en Australie. 1998 marque l'arrivée de Max Biaggi dans l'élite, et ce dernier pointera le bout de son nez dans le duel Douane-Crivillier. Mais pour la 5e année d'affilée, l'Australien devient champion du monde. Biaggi termine 2e devant l'Espagnol de chez Honda Repsol, victorieux à 2 reprises. Rebelote en 99? Eh bien, pas vraiment. En Espagne, durant les qualifications, Mick Doohan commet une erreur et part violemment à la faute. Une lourde chute qui blesse le quintuple champion du monde. Touché à la jambe, au bras, à l'épaule, aux côtes, comme beaucoup d'autres champions avant, la carrière de Doohan s'arrête là, après une chute. Débarrassé de celui qui lui faisait de l'ombre durant toutes ces années, Alex Crivillier prend enfin la lumière. Honda recentre ses efforts sur l'Espagnol qui met à profit tout ce qu'il a appris durant toutes ces années avec Doohan. Il prend 6 victoires, dont 4 d'affilée, pour enfin s'adjuger le titre mondial. 10 ans après son premier obtenu en 125. Mais aux yeux des gens, ce titre n'a pas grande valeur car il a été acquis en l'absence de son grand rival. Si l'intéressé assume lui-même avoir été le numéro 2 de la légende australienne, il faut tout de même reconnaître une certaine valeur à ce titre acquis à force de travail et de remise en question. Quand on regarde ses premières années dans l'élite, on était loin d'une pépite telle que Mick Doohan. C'est une juste récompense après tant d'années de travail. Alex Crivillier restera donc le premier Espagnol champion du monde en catégorie reine. Suivront Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Joan Mir et Jorge Martin en 2024. En 2000, Alex Crivillier s'effondre, comme si un titre lui suffisait. Un phénomène assez classique, spécialement en moto, car après avoir atteint les sommets, il est difficile de braver le danger de la même façon. Crivillier n'est pas un cas isolé, mais prend tout de même une 14e et dernière victoire en catégorie reine à l'occasion du Grand Prix de France. Toujours présent en 2001 chez Honda Repsol, Crivillier fait une saison similaire à 2000, la victoire en moins. Ce sera sa dernière. Approché par Suzuki puis signant contrat avec Yamaha dans l'équipe qui deviendra plus tard Pramac, Alex Crivillier prend sa retraite avant le lancement de la saison, atteint par des soucis de santé. S'il est champion du monde en 99, on aura davantage tendance à se souvenir d'Alex Crivillier pour sa rivalité avec Mick Doohan et particulièrement pour sa saison de rébellion, en 1996, avec le Grand Prix d'Espagne en point d'orgue. Un duel rendu iconique par les fans présents aux abords de la piste. L'attaque de Mick Doohan dans le dernier virage de la course ne sera pas un cas isolé non plus. Ce dernier virage de Jerez offre une belle opportunité de se jeter. Une possible dernière chance aux pilotes qui nous offriront d'autres moments forts. Comme en 2005 quand Rossi attaquait Gibernau, ou en 2013 quand Marquez attaquait Lorenzo. Mais ça, ce sont d'autres histoires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Sur le côté gauche de l'écran, il y a les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Ça faisait plaisir de reparler de moto. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié de nouveau. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer les sports mécaniques. À la prochaine. Le titre de Crivillier en 99 me fait un petit peu penser... quelque part à celui de Joan Mir en 2020 ou Thierry Neuville en WRC en 2024. Donc ouais, tu vois, ce sont des pilotes, tu sais qu'ils sont très forts, tu sais qu'ils sont bons, mais ils sont pas à mesure de battre à la régulière les cadors, les monuments générationnels quoi. Donc voilà, Mir n'aurait jamais battu Marquez en temps normal. Voilà, Crivillier, je pense pas qu'il aurait réussi à battre Doohan en temps normal. Neuville n'a pas réussi à battre Ogier toutes ces années, donc voilà, ça fait partie de ces pilotes de cette trempe-là, des pilotes que vraiment qui forcent le respect quand même, parce qu'en général, ils y arrivent à force de travail et à tout réunir quand la situation s'y prête enfin. Voilà. C'est toujours pas arrivé à Dani Pedrosa, et ça c'est un peu chiant quoi. Bref, parce qu'il aurait mérité, je pense, Pedrosa avec... Voilà, ça jamais... Après, Pedrosa était tombé aussi sur une génération où tu avais 3 cracks à côté de lui et il était pas ridicule, mais à la régulière, il pouvait pas. Bref, je ferai une vidéo sur Dani Pedrosa. À la base, je devais faire une vidéo sur Dani Pedrosa à la place de celle-là, mais j'ai préféré repousser. Voilà, bref. Des bisous.